Aujourd'hui, on a mis la main sur un document euh, assez particulier. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une source unique, très courte, ça tient sur une page. Le titre, c'est Déclaration importante au peuple camerounais. C'est signé d'un certain Ben Moudo et franchement, c'est un peu un ovni. Hmm, En quelques paragraphes, l'auteur lance des accusations d'une violence incroyable pour ensuite proposer une solution qui sort un peu de nulle part. c'est ça. L'idée, c'est de décortiquer ce texte ensemble, de voir un peu la mécanique pour comprendre où il veut en venir. C'est un document fascinant, parce qu'il mélange des genres qu'on ne voit jamais ensemble. D'un côté, on a le ton du manifeste politique, presque révolutionnaire, Oui, et de l'autre, le langage très froid, très précis, d'une proposition de financement. On dirait presque un business plan, quoi. c'est vrai. On part d'une élection prétendument volée, et on arrive à un emprunt international à haut risque. Notre travail, ça va être de suivre un peu ce fil pour voir comment il utilise chaque mot pour rendre sa solution non seulement acceptable, mais nécessaire. Absolument. On va suivre sa logique pas à pas. On va commencer par le point de départ de tout ça, cette fameuse élection, et la répression qui, d'après le texte, aurait suivi. D'accord. Ensuite, on verra comment il s'acharne à dépeindre le régime avec des mots très très sombres. Et c'est seulement après ça qu'on pourra s'attaquer au cœur du réacteur, cette idée d'emprunt de 45 millions de dollars. Un plan en 3 actes. C'est exactement ça. Allons-y. Bon, le texte ne perd pas de temps, il attaque direct, c'est un coup de poing. Ah oui, dès la première phrase. Voilà. Il pose ça comme une évidence. Monsieur Chiroma a remporté l'élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun. C'est présenté comme un fait établi. Mais juste derrière, le retournement. Mais cette élection a été truquée. Et Monsieur Biya se serait autoproclamé président malgré sa défaite dans les urnes. L'accusation est directe, brutale. Le mot truqué est une déflagration. Oui, Dans un rapport d'observateur, on lirait irrégularité, anomalie, des termes techniques assez neutres. aseptisé, oui. Voilà. Truqué, c'est un mot qui vient de la rue, quoi. Il n'y a pas de nuance. Ça implique une intention, un complot, un vol délibéré. L'auteur ne se pose pas en analyste. Non, pas du tout. Il se pose en victime, il prend tout le monde à témoin, il installe tout de suite un cadre moral. Il y a les voleurs et les volés. Le débat politique est fini avant d'avoir commencé. Et ce trucage, il a des conséquences très concrètes, décrites avec des images très fortes. Apparemment, quand le peuple est descendu dans la rue pour défendre son vote, Hmm. la réponse a été sanglante. Il écrit La milice de M. Biya a tué des citoyens non armés. Le contraste est saisissant. Et là encore, le choix du mot milice, ce n'est pas anodin du tout. Ah non. On ne dit pas la police ou l'armée, qui sont, en théorie, des institutions d'État. Une milice, ça évoque une bande armée privée, des hommes de main qui n'obéissent qu'à un chef. En dehors de la loi. Exactement. C'est une façon très habile de dire que la violence exercée n'était pas légitime pour maintenir l'ordre, mais que c'était une violence de clan pour garder un pouvoir usurpé. Ça délégitime complètement l'autorité. Donc, en résumé, le pouvoir a été volé et ceux qui le détiennent utilise des tueurs privés pour réprimer le peuple. C'est déjà très sombre. Mais il ajoute un autre élément. Oui, Il parle de milliers de Camerounais qui sont toujours emprisonnés à travers le pays. c'est un point crucial ça. Il ne dit pas des centaines, il dit des milliers. Ce chiffre, qu'on puisse le vérifier ou non, ça transforme une série d'événements en une situation systémique. D'accord. On n'est plus face à quelques arrestations, mais face à une répression de masse organisée et qui dure. Le sont toujours emprisonnés est là pour dire que la crise n'est pas finie. Le feu couve, toujours. Voilà, c'est une blessure ouverte. Et c'est cette permanence qui va justifier la nécessité d'une action radicale. Il faut agir maintenant. On pourrait croire que le tableau est déjà assez noir, là. Élections volées, répression de masse. Mais non, le document va plus loin. Il enfonce le clou. Il affirme que le régime continue d'arrêter et de tuer des Camerounais en raison de leur appartenance ethnique ou de leurs opinions. Là, on bascule, non? Ce n'est plus que politique. C'est le deuxième étage de la fusée en quelque sorte. Il introduit une notion qui change tout. En parlant d'appartenance ethnique, il sort du cadre purement politique. Oui, ce n'est plus un désaccord sur un programme. Non, c'est une accusation de persécution. Des gens seraient ciblés pour ce qu'ils sont, pas juste pour ce qu'ils pensent. Le conflit devient existentiel. Une lutte pour la survie. Exactement. Et c'est cette idée qui lui permet de qualifier le régime de violent et de dire que la souveraineté du Cameroun est prise en otage. La souveraineté n'appartiendrait plus au peuple.
Tout à fait. Et cette montée en puissance rhétorique, elle culmine avec un seul mot. Un mot terrible. Oui, Après tout ça, le texte conclut: ce génocide doit prendre fin. Le mot est lâché. génocide. Voilà. Là, on n'est plus dans la même discussion. Ce mot a une telle charge juridique, historique. C'est l'accusation suprême. Mais est-ce que ce n'est pas risqué d'utiliser un mot aussi fort? Ça peut se retourner contre lui? C'est un pari. C'est clairement un pari rhétorique. L'auteur sait que ce mot peut braquer, notamment à l'international. Mais de son point de vue, c'est un risque calculé. Hmm, Ce mot, c'est la clé de voûte de toute son argumentation. Sans le mot génocide, la suite, la proposition financière, paraîtrait folle, disproportionnée. c'est vrai. Un trucage électoral, ça se règle par la justice. Une répression, ça se dénonce à l'ONU. Mais un génocide? Face à ça, toutes les règles habituelles sont suspendues. Ce mot, il n'est pas là pour décrire objectivement. Il est là pour créer un état d'urgence absolu qui justifie une solution exceptionnelle. C'est la justification morale de ce qui va suivre. C'est ça. Donc c'est une construction exceptionnelle. 1. Je me suis fait voler. 2. On me réprime. 3. On veut m'exterminer. Une fois qu'on a posé ça, Il n'y a plus d'autre issue possible que la rupture totale. Il a fermé toutes les autres portes. C'est un piège argumentatif. Si on accepte ne serait-ce qu'une partie du diagnostic, on est presque obligé d'envisager sa solution radicale. et cette solution, c'est là que le document devient vraiment unique. Après cette montée dramatique, on s'attendrait à un appel à l'insurrection, à un gouvernement en exil, Oui, quelque chose de politique. et pas du tout. On bascule dans le monde de la finance. Je lis la phrase, elle est incroyable. Pour rétablir l'ordre constitutionnel, mettre fin à ce génocide, nous sommes contraints de contracter un prêt à haut risque de 45 millions de dollars, 25 milliards FCFA, intérêts compris. C'est un pivot génial. On passe de l'apocalypse à la levée de fonds. C'est Voilà, c'est- déroutant. L'expression «nous sommes contraints» est capitale. Ce n'est pas un choix, c'est une fatalité. C'est le génocide qui impose à cette contrainte. Le prêt n'est pas une stratégie, c'est un acte de survie. Et pour que ça ait l'air sérieux, Voilà. Pour que ça ne ressemble pas à une idée en l'air, il donne des détails très concrets. Le montant en dollars, la conversion, les intérêts. Ça ancre la proposition dans le réel. On n'est pas dans le slogan, on est dans le montage financier. je demande quand même d'où vient cet argent. 45 millions, à haut risque. Qui prête de l'argent pour ça? Ce n'est pas une banque classique. Ah non, clairement pas. Le document ne le dit pas, mais il ouvre la porte à un monde assez opaque, celui du financement politique à risque. Il existe des fonds d'investissement, des acteurs privés, qui se spécialisent dans ce genre de paris géopolitiques. Il parie sur une victoire. C'est ça. Ils prêtent à des oppositions en exil. Si le mouvement échoue, ils perdent tout. Mais s'il réussit et prend le pouvoir, le retour sur investissement peut être énorme. Accès à des ressources, contrats publics, c'est du capital risque politique, en fait. Et la question qui tue, c'est qui paye à la fin? Ben oui. Le texte est très clair là-dessus. Ce prêt devra être remboursé par le peuple camerounais aussitôt que nous aurons chassé le régime Biya du pouvoir. C'est c'est un montage ahurissant. C'est comme demander au peuple de signer un chèque en blanc. C'est exactement ça, mais avec une subtilité. C'est un chèque en blanc post-daté et conditionnel. La dette ne devient exigible qu'une fois la condition réalisée, la chute du régime. D'accord. L'auteur dit, en gros, aujourd'hui vous ne payez rien. Des investisseurs prennent le risque. Demain, quand vous serez libre, vous paierez pour cette liberté. C'est une manière de nationaliser après coup une dette privée. Le peuple devient le garant d'une opération sur laquelle il n'a aucun contrôle. Aucun. C'est un pari sur l'avenir donc. Un pari que le régime va tomber et un pari que le nouveau pouvoir et le peuple accepteront de rembourser. C'est audacieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Extrêmement audacieux. Et pour qu'un tel pari ait la moindre chance, il faut une légitimité. Il faut pouvoir dire aux prêteurs, regardez, le peuple est avec nous. Et c'est le but de la toute dernière phrase. On y arrive. Après avoir déroulé tout ce plan, le crime, la solution, le remboursement, le texte se termine par un appel. Je cite Hmm. Nous souhaitions que le peuple camerounais approuve publiquement cette démarche avant que nous ne la mettions en œuvre. C'est la touche finale. Cette phrase transforme tout le document. Jusqu'ici, c'était une déclaration, une proposition unilatérale. Là, ça devient une consultation. Une sorte de référendum informel. C'est ça. L'auteur, qui prétend agir pour le peuple, se tourne vers lui et lui demande un mandat.
Il dit « Nous ne ferons rien sans votre accord ». C'est très malin. Ça donne une apparence de processus démocratique à une action qui est complètement hors des clous. Mais c'est là que ça devient complètement flou. Une approbation publique, concrètement, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de bureau de vote. Non? On ne va pas organiser un scrutin. Alors, on approuve comment? En partageant le texte sur les réseaux sociaux? En manifestant? Ou est-ce que le simple silence vaut approbation? Le texte laisse volontairement cette question sans réponse. Et cette ambiguïté, c'est probablement sa plus grande force. C'est stratégique. Ah oui, D'un côté, ça leur permet d'interpréter le moindre signe de soutien, même diffus, comme un oui massif, le feu vert qu'ils attendent. De l'autre, ça met une pression énorme sur les Camerounais. comment ça? Ça leur dit « La balle est dans votre camp. Si vous ne nous soutenez pas, vous choisissez de rester dans la situation de génocide qu'on a décrite. C'est une manœuvre politique redoutable. C'est une façon de partager le risque, en fait. Si on réussit, c'est grâce à vous. Si on échoue, C'est parce que vous n'avez pas assez approuvé. précisément, c'est une façon d'obtenir une légitimité à peu de frais, tout en se protégeant. La boucle est bouclée. Le peuple, spolié de son vote au début, est invité à voter à nouveau à la fin, mais sur un projet bien plus radical. Alors si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on a entre les mains au final? On est parti d'une simple page de texte. Et on se retrouve avec un objet politique non identifié. C'est un peu tout à la fois. Un manifeste qui réécrit l'histoire d'une élection, un acte d'accusation avec les mots les plus graves et un prospectus d'investissement pour un changement de régime. C'est exactement ça. On est passé de la contestation politique à un plan de financement quasi militaire en quelques centaines de mots. C'est fou. Et le plus frappant, c'est peut-être ce que le document ne dit pas. Il est très précis sur le pourquoi, le génocide, et sur le quoi, le prêt, mais il est presque muet sur le qui et le comment. C'est vrai. Qui est ce nous qui parle? Quelle organisation derrière Ben Modo? Qui sont les prêteurs? Et surtout, la question à 45 millions, comment, concrètement, cet argent serait utilisé pour chasser le régime? C'est une grande boîte noire. Voilà. Le document pose un problème, il propose un outil, mais il ne livre pas le mode d'emploi. C'est une bande-annonce en fait. Ça donne les enjeux, mais ça ne montre pas le film. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question qui dépasse ce cas précis. Hmm. Toute la logique repose sur le fait de confier une responsabilité immense à prouver une action, garantir une dette, à une entité un peu abstraite, le peuple. Et ça pose une question très actuelle. Quand les canaux démocratiques classiques semblent bouchés, est-ce que ce genre de mécanisme financier non conventionnel, cette sorte de crowdfunding politique armé, peut devenir une nouvelle forme d'action? Et quels sont les dangers? Voilà. Quels sont les dangers pour une population à qui on demande de garantir, les yeux fermés, une dette contractée en son nom pour sa propre libération?